Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de smartphone, quelque chose qui arrivera de temps en temps comme je l'ai déjà dit. Et on va rester chez Oppo par rapport à mon dernier test et on va parler du Oppo Reno 4 qui a fraîchement sorti sa nouvelle gamme, les Oppo Reno 4 et Oppo Reno 4 Pro. Ils viennent faire place par rapport au Oppo Reno 3 et Reno 3 Pro qui sont en fait vendus chez nous comme les Fan X2 Lite et Fan X2 Neo. Donc Fan X2 Neo d'ailleurs que j'ai toujours et que malheureusement je vais devoir rendre ici et justement j'ai pu faire quelques comparaisons avec pour me faire une idée du produit. Malheureusement j'avais pas pu tester le Pro et donc on m'a proposé le 4 et je me suis dit bah tiens allons-y, testons le 4 et voyons ce qu'il a sous le ventre en étant moins cher. La principale avancée sur ces versions 4 et 4 Pro par rapport aux 3 et 3 Pro, c'est surtout quelques petites améliorations ici et là, le design, mais surtout l'ajout de la SuperVOOC qui est normalement réservée au très haut de gamme. Et alors il y a eu quelques smartphones qui ont eu à un certain coût cette charge super rapide. Qu'est-ce que ça vaut? Surtout qu'ici on est sur un smartphone vendu à moins de 600 €. Que vaut-il? On voit ça tout de suite. Le Oppo Reno 4, en soi, déjà en termes de design, si on le prend pour la première chose, la prise en main, on est sur quelque chose où on sent qu'il y a eu, c'est là où forcément par rapport à la version Pro, par exemple si je prends le Fan X2 Neo, c'est là où il y a eu le plus de concessions à mon sens sur tout le produit. Tout d'abord, on a droit donc à une façade, donc un écran qui pour le coup il est plat. On n'a pas d'écran incurvé comme on peut avoir sur les pros parce que d'une part ça coûte cher et d'autre part la gamme fait que forcément il faut montrer les différences. Autre chose, on va pouvoir aussi observer une petite ligne alors pour le coup en plastique entre la tranche et l'écran. Ça montre aussi une concession, c'est quelque chose qui est normalement réservé pour les tranches, c'est sous la tranche et c'est réservé pour des smartphones plus chers et pour cacher ce côté parfois on peut le dire, un peu disgracieux. Donc pareil, ça montre qu'il y a eu une économie dans les coûts de ce point de vue-là. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le retrouve aussi au dos, donc un dos en verre, on va en parler un petit peu après, mais avec cette même chose, pour le coup, cette petite partie plastique qui va être le lien entre la tranche et le dos, et ce qui fait que c'est plus étonnant parce que c'est beaucoup plus rare de le voir au dos d'un appareil. Donc il y a eu cette double concession déjà d'une première part. La tranche, elle, on le sent, elle est en plastique, donc ça fait effet métal, ça se ressent pas trop, mais au toucher, on sent clairement qu'on n'est pas sur du métal. Est-ce que c'est grave? Ça dépend de ce que vous cherchez en soi, mais si les finitions sont pas la priorité, clairement, c'est pas grave, surtout que ça reste joli et le tout s'imbrique plutôt bien, dans le sens où c'est pas hyper voyant ce que je dis là, c'est ce que je remarque et ce que je connais, mais c'est pas vraiment quelque chose de grave. Le dos par contre je le trouve assez réussi, alors d'une part le côté bleu et blanc, ce côté un petit peu, cette petite nuance que l'on a dans les couleurs. On a aussi le fait que les 3 capteurs photo, ça me rappelle beaucoup Honor qui avait fait ça avec les Honor 7X, les Honor, alors je sais plus quelle était la gamme, c'était le 8 V8 ou je sais plus quelle connerie, et ce qui fait qu'on a un peu cette même idée où chaque capteur est indépendant, et ils ont trouvé la bonne formule pour arriver à avoir ce côté un peu cartouche qu'on peut voir maintenant sur tous les smartphones, mais étant donné que ça demande de la place, on a une première élévation et une autre élévation pour les capteurs photo. Ce qui fait que ça n'est pas aussi moche que ça peut paraître sur certains smartphones. Et je trouve que j'ai d'ailleurs ça plus joli et mieux intégré que ce qui est proposé par le Fan X2 Neo. Clairement, ça se ressent un petit peu, je trouve que c'est plus agréable. Par contre, le problème, c'est que il ressort pas mal du smartphone, donc ce qui fait que quand vous le posez, si vous mettez pas la protection inclus, ça se ressent vachement. Par contre, c'est surtout le toucher qui est assez étonnant et qu'on revoit pas beaucoup. C'est là où on sent qu'il cible une cible assez jeune, avec un côté alors déjà pailleté au niveau du dos, mais on a aussi ce côté un peu pailleté, un petit peu... je saurais pas comment dire, mais c'est aussi pailleté que rugueux, on va dire ça comme ça, sur l'écran. Alors c'est pas spécifiquement adhérent, mais c'est joli et c'est agréable au toucher. On sent clairement qu'il cible cette cible jeune, mais qui a un peu d'argent quand même, forcément il faut quand même les dépenser, les 500 € pour ce smartphone.
Sur la façade, on va avoir un écran, et donc l'écran lecteur d'empreintes sous l'écran, donc ça c'est une bonne chose, c'est resté puisque ça reste de l'AMOLED, AMOLED 1080p, du 6.5 pouces, donc ce qu'on retrouve habituellement. Le double capteur photo, on en reparlera dans la partie photo très vite. Ce que j'ai envie de dire, donc on a ce double capteur photo, donc encore une fois, on sent que ça cible les jeunes. Le problème, c'est que au niveau des notifications, et je vous le montre ici, au niveau des notifications, on est un peu limité. Parce que, en gros, on en a 2 qui sont affichés, et le troisième, c'est le point pour dire on a d'autres notifications parce qu'on a déjà l'heure d'afficher. C'est clairement pas agréable, et si on compare justement à ce qui est proposé par le Neo, on a plus de notifications puisqu'on a un seul capteur photo. Là, on en a 4 plus le point. Voilà, c'est des concessions qui sont faites et c'est un peu dommage. Ensuite, l'autre chose que l'on peut dire, c'est au niveau de l'écran toujours, le menton. Le menton, on est sur un retour en arrière sur cette gamme de prix par rapport à beaucoup de smartphones. On a un menton qui est assez épais. Je pense que c'est encore une fois l'une des plus grosses concessions qui sont faites sur ce smartphone. Encore une fois, pour comparer, j'ai même comparé à entre guillemets pire que ça. Alors j'ai normalement encore plus intéressant, mais je vais comparer à un smartphone qui est sorti l'année dernière et qui était sorti à peu près au même prix. Je vais comparer au Mi 9T Pro. Donc, voilà. Au niveau des mentons, voilà à quoi on peut le comparer, et clairement le menton il est épais, il prend pas mal de place. C'est vraiment quelque chose de clairement de dommage, parce qu'on se retrouve avec des bords en soi un peu épais autour, c'est pas très grave et ça se ressent pas tant que ça, mais autant le menton en bas ça se voit tout de suite, hein. J'ai eu des remarques directement lorsque j'ai posté la réception que le menton était assez épais. Au quotidien je le ressens pas plus que ça, à part ceux qui sont vraiment du style à faire attention à ça, à faire attention à ce que le menton soit de la même hauteur que tout le reste. Ça m'a pas plus dérangé que ça. Le lecteur d'empreintes, lui, il est bien réactif, donc on est sur quelque chose qui, pour le coup, j'ai pas eu de soucis particuliers, il est plutôt fiable, quand je mets bien mon doigt forcément, mais pareil, pas de soucis, il fonctionne plutôt bien. Au niveau du logiciel, on se retrouve avec du ColorOS. Donc 7 qui va passer sur du 11 à la sortie d'Android 11 qui devrait arriver je crois début d'année prochaine sur le Reno 4. Et j'aime beaucoup cette surcouche, hein. Clairement elle est bien optimisée, elle tourne bien, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Après je vous mettrai de toute façon un petit espace pour montrer comment est l'interface ColorOS, mais je la trouve bien présentée, plutôt jolie, elle est fluide, elle est agréable. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes, j'ai pas eu de soucis avec. La petite nouveauté, je trouve, par rapport, en tout cas, encore une fois, au Neo, c'est qu'on a l'apparition de la page Google Discover avec toutes les news, etc. Chose qui est bien pour moi, puisque je peux voir des actualités autres que les actualités que je vois sur Twitter. J'ai tendance à l'utiliser régulièrement, puisque ça fait selon vos utilisations en général. Donc ce qui fait que j'ai pas grand chose à dire, c'est fluide, c'est fiable, j'ai pas eu beaucoup de bugs, on a quelques personnalisations diverses et variées, alors forcément c'est pas plus complet, pas aussi complet que ce que peut proposer un haut de gamme, mais on a vraiment beaucoup d'options, pas vraiment grand chose à dire. Après c'est selon vous, selon ce qui vous intéresse. On a le tiroir d'applications, on a le côté des applications qui lors de l'installation s'affichent directement sur les pages principales, donc ça ressemble beaucoup à ce que peut proposer à la fois du Apple et de l'Android, puisqu'on a les deux en même temps. Au niveau de la gestion de la RAM, au niveau de toute cette gestion là, en plus de ça, le multitâche est vraiment performant, et plus performant que certaines hautes surcouches. J'ai déjà pu le voir avec le Neo, c'est toujours le cas avec lui, et c'est une bonne chose. On peut continuer pour l'aspect logiciel, on va parler un peu de l'autonomie. Donc on est sur une batterie de 4000 mAh et une batterie qui, pour le coup, est très endurante, hein, puisqu'on se retrouve avec quasiment l'équivalent de ce que j'ai sur mon Honor View 20, qui est quasiment imbattable là-dessus par rapport à tous les smartphones que j'ai eus. Et ce qui fait qu'on est aux alentours des 7h30 à 8h30, voire 9h écran allumé. Sachant que je fais un peu de photos, pas mal d'audio, de musique, etc., du YouTube, Twitter, etc., avec du Discord derrière en fond. Franchement, il est vraiment autonome. Il est même plus autonome que ce qui est proposé par le Find X de Neo, forcément parce qu'il est limité aux 60 Hz. Et ça, c'est une chose à dire, hein. L'écran est en AMOLED 60 Hz. Alors, bien réglé tout ça, on va pas en parler spécifiquement, c'est pas très intéressant. Mais l'autonomie, elle fait partie de ces rares smartphones qui, quand vous cherchez un smartphone autonome, c'est vraiment vers lui qu'il va falloir se tourner. Le fait qu'il soit limité en 60 Hz, alors on peut le limiter aussi, hein, c'est un peu pareil d'ailleurs, et ce qui fait que par défaut, ça lui donne une autonomie qui est vraiment très très bonne. Ce qui fait que c'est vraiment un gros avantage. En plus de ça, on a droit
au SuperVOOC 2.0, donc en 65 watts, ce qui fait qu'il va être rechargé en à peu près 30 minutes. Et clairement, ça fait son effet. Quand vous le chargez, en 5 minutes, il a pris 20-30%. C'est vraiment impressionnant, et c'est toujours le côté vraiment très impressionnant de ce chargement SuperVOOC, et ce qui fait que, en plus d'avoir une bonne autonomie, on a un chargement ultra rapide. Ce qui manque toujours à l'appel, c'est le chargement sans fil. Par contre, il faudra passer par autre chose. Vous n'aurez pas de possibilité de chargement sans fil. Toujours dans la continuité au niveau de la puissance, on va faire rapidement un tour dessus. La puissance, on est sur un Snapdragon 765G. Le côté habituel que l'on peut retrouver du côté des derniers Oppo. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, c'est une puce qui est performante. Et il n'y a pas eu de concession de ce point de vue-là. Et en fait, je pense que justement, ils ont préféré garder inclure la SuperVOOC, garder la puissance, mais faire des concessions plus côté design pour garder le 765G, qui est un processeur qui est quand même bien performant et qui conviendra clairement à 99,9% des gens sur Terre, et dont moi. Et ce qui fait qu'avec les 8 Go de RAM, avec les 128 Go de stockage, on est clairement tranquille. Et vraiment, je pense que c'était une bonne chose à faire, puisqu'on sent qu'il va durer dans le temps. Il n'y aura pas cette concession, on va se retrouver sur un 730G ou quelque chose comme ça, qui aurait été moins performant et dont les limites se seraient plus vues dans le temps. Donc clairement, il est aussi fait pour durer dans le temps. Le fait qu'on ait de la 5G aussi, c'est une bonne chose, parce que il faut savoir qu'il existe aussi des versions des Oppo Reno 4 sans 5G, et là, c'est un Snapdragon 720G. Clairement, je préfère avoir la version 5G. Pour les jeux, etc., il n'y aura pas grand-chose à dire, hein. Ça tournera sur à peu près tous les jeux, pas forcément aussi bien que des hauts de gamme, et c'est logique, mais franchement, vous devriez pouvoir mettre à peu près tous les jeux au maximum, puisqu'ils sont faits pour fonctionner sur un maximum de smartphones. Le 765G reste quand même dans le haut du panier, puisque c'est un processeur qui est plus orienté mid gamme plus. Pour terminer dans l'ensemble de ce test, qui aura été assez rapide pour le coup, on va donc parler un peu de la photo qui, elle, est complète, puisque on va avoir droit donc un capteur de 48 mégapixels, un très grand angle de 8 mégapixels, et ensuite on a un capteur pour le portrait. Donc pour le coup, c'est la petite concession qui est faite par rapport à la version Pro, qui a droit à un x2, donc ce qui fait qu'on reste tranquille, hein, puisqu'on est toujours sur du IMX 586, ouverture 1.7 stabilisée, donc là-dessus, et le 8 mégapixels qu'on a tendance à voir pour le très grand angle, donc rien de spécial, c'est juste qu'on perd le x2, mais on a toujours le x2 logiciel du 48 mégapixels, qui reste quand même assez efficace, pas aussi bien qu'un téléphoto, mais assez efficace. Sur les photos elles-mêmes, ce que j'ai pu constater, c'est une meilleure gestion notamment des couleurs. Déjà sur le Neo, c'était déjà le cas, mais ici c'est encore un peu plus poussé. On a des couleurs qui sont vraiment très agréables, même de nuit, c'est vraiment une grosse progression qui sont faites. Et par rapport à ce que je peux avoir, encore une fois, qui sont les Honor View 20 ou le Mi 9T Pro, on a clairement des couleurs qui sont beaucoup plus naturelles et qui représentent beaucoup plus ce qu'on est censé voir. C'est beaucoup plus vif, c'est beaucoup plus agréable. Clairement sur l'Honor, ça manque de couleurs, et même sur le Mi 9T Pro, on sent, et surtout de nuit, qu'il a du mal à aller récupérer l'information des couleurs. Ce qui fait que quand on regarde l'écran et quand on regarde la réalité, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus vif. On n'a pas ce manque de couleurs qu'il pourrait y avoir. Ça reste aussi vraiment bien détaillé, ça c'est une chose qui a été pas mal améliorée par Oppo, c'est cette amélioration, et je le trouve, alors par moment, ça dépend, parfois meilleur que le Find X2 Neo, parfois moins bien. Le x2 logiciel en plus de ça est plutôt bien maîtrisé, ce qui fait qu'on a un vrai x2, en tout cas ça ressemble beaucoup, et de nuit il le maîtrise plutôt bien. Les défauts, c'est que parfois il aura tendance à lisser, et le plus gros souci je pense, c'est qu'en plus de ça, parfois il a tendance à surcontraster, c'est quelque chose qu'aime beaucoup faire Oppo. Ça reprend un peu l'idée des pixels qui avait fait un effet un peu wow, et ils ont gardé ça et ils ont décidé de l'accentuer encore plus, ce qui fait que par contre on a parfois des noirs qui sont un peu cramés. Ça c'est le gros problème. Par contre, si je le trouve un petit peu plus polyvalent par défaut, en mode auto, c'est-à-dire qu'en plein jour ou pleine nuit, on a juste à shooter et on a une belle photo. Je trouve qu'il le réussit un petit peu mieux que le Neo, donc c'est aussi une amélioration, on sent qu'ils ont un peu mieux maîtrisé les capteurs, ils ont mis un peu plus l'accent aussi sur la photo. Par contre, j'ai un bug, et je pense que ce sera réglé plus tard. Quand on met le smartphone en mode nuit, il aura tendance à beaucoup trop éclaircir les zones noires. Et ce qui fait qu'on a
une photo qui semble presque grise et qui perd clairement tout l'intérêt de la photo. Et pour l'avoir testé, alors sur quelques objets, mais aussi à l'extérieur, on a une espèce de... C'est comme si c'était un HDR qui était clairement trop poussé, et ce qui fait que ça fait que pas du tout naturel, ça fait pas très beau, et il vaut mieux shooter directement en mode auto. On aura quelque chose qui sera suffisamment éclairé, peut-être un peu trop noir encore une fois, mais qui sera dans l'ambiance de la photo, et qui sera bien mieux réussi. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui sera réglé plus tard suite à un correctif par rapport à ce problème-là, parce que je pense que d'autres auront rencontré le souci, ce que je rencontre encore pas sur le Neo. Niveau vidéo, on est sur du 4K 30 fps avec la stabilisation, tout ça. J'ai pas trop testé très honnêtement. Après, c'était plutôt bien géré sur le Neo. Je verrai si je vous fais un petit truc dans l'album photo dans lequel vous pouvez voir toutes les photos que j'ai fait et vous pouvez pouvoir vous faire votre propre avis sur ces photos faites avec le Oppo Reno 4. 5G. Et on arrive justement à la conclusion du test de ce smartphone, et oui, ça fait court. Et bien, ce qui fait que je trouve ce smartphone vraiment réussi. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre, et surtout en général, quand je tapais Oppo Reno 4 vite fait sur Google, ça me donnait juste le 4 non 5G. Ici, on est sur la version 5G, donc on a déjà une bonne puissance, le 765G, 8Go de RAM, 128Go de stockage, ce qui fait que rien que déjà sur la base sur laquelle va travailler le smartphone, on est sur quelque chose qui est dans l'ère actuelle, qui va durer dans le temps et qui est assez durable. Donc pareil au niveau du multitâche, et même pour plus tard ça va plutôt bien durer, et c'est déjà une bonne chose. On est toujours sur de la molette lecteur d'empreintes sous l'écran, bien réussi dans les deux cas, donc pas grand chose à dire dessus. Le seul souci, c'est cette double appareil photo, clairement orienté jeune, mais qui enlève des notifications. Pour moi, c'est important, je reçois beaucoup de notifications, donc il faut qu'elles soient présentes, et là, c'est une concession qui est un peu chiante. Le menton aussi est assez présent, pareil, pour ceux qui ont déjà eu des smartphones, et je pense au Honor View 20 que j'ai et que j'utilise, qui était dans l'un des premiers à avoir fait des concessions, des améliorations pour le côté un peu plus milieu de gamme de ces smartphones, eh bien on avait un menton qui était très fin. Ici on revient à avant, quoi, du OnePlus 6, et ce qui fait que ça fait moins beau et ça fait moins premium. Mais je pense que cette concession était obligatoire pour pouvoir inclure justement la SuperVOOC 2.0, qui est la grosse amélioration de cette gamme là, tellement elle ressemble à l'ancienne, hein, donc les Find X2 Lite et Find X2 Neo, mais cette amélioration est vraiment importante pour ceux qui déjà aime bien tout ce qui est technologique, et on a ce côté impressionnant de la charge. Charge rapide, donc 2.0 du VOOC, en 65 watts, en 30 minutes il est complètement chargé, il chauffe quasiment pas. Forcément, ça fait plaisir de l'avoir sur un smartphone à 500 €, enfin 550 €. Et je pense que c'est... En fait, ça a été un des critères lors de la création de ce smartphone, inclure le SuperVOOC au détriment du reste. Alors après, j'ai pas testé le Find X2 Lite, mais je compare juste par rapport à un smartphone que l'on peut avoir aujourd'hui à 500 ou 600 €. Les concessions ont clairement été sur le design, sans pour autant que le smartphone soit moche. Puisque comme j'ai dit, entre les barres en plastique, les petites parties en caoutchouc qui font les délimitations entre la tranche, le dos et aussi l'écran, c'est clairement là où ils ont dû grappiller et faire les concessions pour inclure tout le reste. Mais au final, je trouve que le rendu global est vraiment réussi, puisque celle au dos est en gris, et donc ça imbrique plutôt bien avec la tranche, et sachant que la tranche est majoritairement gris, ça n'est pas trop visible. C'est surtout pour ceux qui va se voir à l'avant, c'est surtout cette tranche noire par rapport à l'écran qui va beaucoup plus se voir. C'est pas très grave, j'ai envie de dire, mais ceux qui sont vraiment à cheval sur le design, il y a eu quand même pas mal de concessions et ça se ressent. En plus de ça, le tout avec un smartphone qui est seulement en 60 Hz, ce qui est logique à cette gamme de prix, ça reste encore assez rare, mais une superbe autonomie, et ça c'est aussi quelque chose à noter. Beaucoup de smartphones ne proposent pas forcément une excellente autonomie, et Oppo, avec celui-là, le propose. D'une part parce qu'il est limité en 60 Hz, d'autre part parce qu'il a le 765G, et dans les deux cas, l'ensemble fait qu'on se retrouve avec au moins du 7 heures écran allumé. C'est vraiment très très agréable, on a une superbe autonomie, la veille en plus de ça est super bien gérée, ce qui fait qu'on peut se faire du 6h30 en 2 jours. C'est vraiment bien. Alors bon, après j'ai pas beaucoup utilisé en 4G, mais il est vraiment bien de ce point de vue-là, et en comparaison, j'ai pas beaucoup de smartphones qui tiennent aussi bien que ça, et ça c'est vraiment vraiment cool. Donc dans tous les cas, je trouve que c'est un smartphone qui est équilibré, certes qui a fait des concessions dans le côté design, tout en gardant un côté joli et bien intégré sur le reste. C'est un équilibre qu'ils ont trouvé et que je trouve pas mauvais, parce que ça permet d'avoir un smartphone qui est grand public,
mais reste accessible avec des technologies actuelles, et que ce soit pour la photo, l'autonomie, l'écran, on n'a pas une grosse concession. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ce qui fait que je peux le recommander clairement. Après, il y a d'autres de gamme qui ont baissé, donc après c'est vos choix, mais l'ensemble est vraiment équilibré, et pour sa sortie, je le trouve vraiment pas mal. J'espère que vous aurez apprécié, on vous se dit à bientôt pour un prochain test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous avez le lien dans la description,